Alors bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous partage une webconférence gratuite que j'ai faite à mes abonnés et on parlera d'un sujet crucial lorsqu'on fait de la bourse qui est la gestion des risques. Donc on reviendra sur le processus d'investissement, pourquoi c'est important d'en avoir un, quels sont les différents types de risques que l'on peut rencontrer sur les marchés, comment les mesurer, comment les contrôler, quels sont les outils que l'on peut utiliser de manière à pouvoir identifier les principaux risques et on regardera aussi quelle est la taille des positions que l'on peut donner pour les différents actifs que l'on veut mettre en portefeuille. Tout cela sera étayé par des exemples concrets de sociétés cotées. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté et je vous dis donc à tout de suite. Voilà, donc on y va. Donc là, la thématique, c'est la gestion des risques. Donc, il y a une thématique forcément en bourse qui est importante puisqu'on dit qu'il faut faire attention aux risques, etc. Ce que je confirme. Mais se pose des questions de c'est quoi le risque? Comment est-ce que je fais concrètement dans mes portefeuilles pour gérer les risques? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse avant? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse pendant mes investissements, etc. Donc, on va aborder tout ça ici. Alors, comme d'habitude, je répète un peu comment c'est organisé pour ceux qui connaissent pas comment c'est structuré les lives que je fais. Donc, je fais en fin de compte un live gratuit par mois. C'est ce que j'appelle le live pour tous. Donc, c'est questions-réponses sur une thématique comme la gestion des risques. Donc, c'est toujours le troisième dimanche de chaque mois. Donc là, on est le 21-12, c'est toujours à 11 heures. Puis après, le prochain, il sera le 18 janvier. Et le prochain, il sera le 15 février, alors de l'année suivante. Hein. Toujours à 11 heures. Puis vous aurez le replay qui est envoyé par mail. Et puis, en amont de ces lives, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail aussi. D'accord? Voilà. Puis pour les abonnés, là, je fais un live qui est réservé exclusivement aux abonnés à mon offre expert. Et donc là, c'est que le premier dimanche de chaque mois avec plus points portefeuille, actualité, questions-réponses, etc. Donc, faut pas mélanger les deux. Celui-là, c'est ouvert à tous. Puis celui-là, on est beaucoup plus focus sur les rencontres des dirigeants que je peux faire, mon portefeuille, ce que je pense de telles choses, etc. Voilà. Okay. Et puis un disclaimer, parce que les analyses et les avis que je vais donner ici, c'est pas des conseils en investissement financier. Moi, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment la façon dont je fais. C'est ce qui me convient et il est possible que, un, je me trompe et puis deux, ça ne vous convienne pas. Alors, donc, on y va. Donc, gestion des risques. Ici, on fait stock picking, c'est-à-dire qu'on choisit nous-mêmes nos titres. D'accord? Donc, ça veut dire que le risque, ça va pas être le même que si vous déléguez les choses, etc. Donc là, on est vraiment sûr. Je veux choisir moi-même les actions que je veux mettre dans mon portefeuille. Donc, on va parler de risque et donc on va regarder c'est quoi le risque. On entend parler de risque. Comment est-ce qu'on peut l'identifier? Comment est-ce qu'on peut le contrôler? Comment est-ce qu'on peut l'assumer? Parce que le but, c'est pas d'éviter les risques. Parce que si vous voulez faire de la performance, il faudra prendre un petit peu plus de risques que si vous laissez votre argent sur du livret A ou des trucs comme ça. Voilà. J'ai eu des questions et j'apporterai les réponses et on donnera des exemples. Il y aura des aspects qui seront à la fois théoriques mais aussi pratiques. Et j'insiste, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre dans la barre de chat si besoin. Alors donc, c'est quoi le risque? Alors en fait, pour construire un portefeuille ou pour construire un patrimoine, il existe 3 types de risques que je liste ici et qu'on va voir de façon plus détaillée par la suite. Donc, il y a ce qui s'appelle le risque spécifique d'une action ou d'un actif. Il y a ce qui s'appelle le risque de marché et puis il y a le risque humain de l'investisseur. Donc, on va voir là, c'est quoi un risque spécifique d'une action ou d'un actif. Alors, le risque spécifique d'une action, c'est tout ce qui est lié aux facteurs internes, donc par exemple de la société quand c'est une action, ou d'un actif, si vous prenez un actif, je sais pas moi, par exemple de l'immobilier. Voilà, donc ça va être des questions qui vont être autour de ce qui se passe dans la société. Donc ça va être par exemple le management, le bilan, est-ce qu'il est tendu, pas tendu? Est-ce qu'il y a un risque d'augmentation de capital dans la société? Est-ce qu'il y a un risque opérationnel parce que par exemple la société elle se développe mais elle a qu'un seul site pour produire? Donc si le site il prend feu, s'il y a une cyber attaque, peut-être que le site il sera plus opérationnel. Est-ce qu'il y a des risques commerciaux? Par exemple, on peut y avoir un gros client qui fait par exemple 40% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si le client il part, bah, vous avez 40% du chiffre d'affaires qui part avec. On peut regarder aussi évidemment la valorisation de la société, c'est pas on peut, c'est on doit. On doit regarder aussi les devises spécifiques. Est-ce qu'elle est exposée sur des devises qui évoluent beaucoup? Comment est son exposition, etc. Bon, bref, vous avez compris les risques spécifiques. Ça demande de faire le job pour comprendre les risques de la société. Donc, il va falloir vraiment comprendre ce que fait la société, comment est-ce qu'elle est implantée, etc. Et puis, pour vous aider, il existe des documents. Je donne ici un extrait du rapport financier de la société Fleury-Michon, donc que tout le monde connaît puisqu'ils font des tranches de jambon, etc. Donc là, vous avez dans le rapport financier de Fleury-Michon une partie qui s'appelle risque. Et là, c'est la direction qui identifie les risques, disons, risque identifié. Puis ici, il dit s'il est fort, modéré ou faible. Alors si je prends par exemple un risque fort, c'est risque inhérent à l'activité de fabrication de produits alimentaires. Donc évidemment, ça veut dire que on se retrouve sur quelque chose qui est réglementaire, c'est sanitaire. Si jamais il y a des risques, comme des fois par exemple il y a de la salmonelle qui arrive dans des fromages ou voilà, ça peut être exposé là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques sur l'évolution soudaine de la demande? La réponse c'est oui, c'est fort. Lié aux approvisionnements et aux évolutions des prix des matières premières, la réponse est fort. Par exemple, vous voyez ici, un risque qui est plutôt faible, c'est risque lié à la disponibilité des talents.
les mouvements de personnel. Donc, ils arrivent à avoir facilement des gens qui peuvent rapidement mettre en CDI ou en CDD chez eux. Voilà. Regardez par exemple, le risque de change, il est faible. Ça veut dire que la société, elle a ses comptes en euros, probablement qu'ils font essentiellement de leurs revenus en euros. Voilà. Bon, voilà pour ce qui est le risque spécifique d'une société. Donc, ça demande, vu qu'on fait du stock picking, ça demande de l'engagement. Des questions par rapport à ça déjà? Non? Après, il y a le deuxième risque qui s'appelle le risque de marché. Donc ça, c'est le risque qui est lié aux facteurs externes à la société. Donc c'est quelque part le risque qui est un petit peu l'ambiance environnante de toutes les sociétés. Alors ça va dépendre des secteurs, etc. Mais donc je vous donne des exemples. C'est krach boursier, une hausse brutale des taux d'intérêt, une récession économique, une crise financière, un choc géopolitique majeur, une panique générale sur les marchés, une inflation qui repart, etc. Donc ça, c'est vraiment les facteurs qui s'appellent externes. Et nous, lorsqu'on fait de la bourse, ben en fait, il faut croiser les deux parce que les risques de marché spécifiques, ils sont pour eux, ils sont pas isolés, quoi. C'est-à-dire le risque de marché, par exemple, inflation qui repart, ça passe par les entreprises. Donc je vous donne là des exemples qui sont plutôt parlants. Si on prend par exemple un risque de marché qui est la hausse des taux, bah, vous allez avoir des sociétés qui, d'un point de vue spécifique, sont très endettées et pour elles, ça va être un choc qui peut être violent parce que ça veut dire que l'accès au crédit va faire que ils vont avoir des taux qui montent et donc le coût d'accès au crédit pour cette société va être beaucoup plus élevé que par le passé. Ou alors, vous avez des sociétés qui, elles, sont plutôt nettes de cash. Et ça, le choc est atténué. Je dirais même, le choc, il est même plutôt positif, puisque cette trésorerie qu'ils ont en trop, ils vont pouvoir la placer. Au lieu de la placer, par exemple, à 0,5%, ils vont peut-être la placer à 3% par an. Donc voilà. Donc vous voyez, quand on croise un risque de marché qui est la hausse des taux, ça marche aussi dans la baisse des taux, hein, vous voyez, en fonction de la société, endettée ou pas endettée, le risque global, en fait, il sera pas le même. Voilà. Après, je vous ai pris ici, par exemple, récession, tout ce qui est discrétionnaire, bah, il y aura des volumes qui sont en chute. Et tout ce qui est service un peu essentiel, typiquement bah, se nourrir, par exemple, les volumes seront beaucoup plus stables. Voilà, bon, vous avez l'inflation, c'est pour du pricing power ou pas, etc. Bon, donc le risque de marché devient alors un risque quasi spécifique pour certaines sociétés, et puis ça devient un bruit pour d'autres sociétés. Voilà. Donc, vous avez compris, quelque part, le risque de marché et les risques spécifiques, on peut pas les dissocier. Hein. Le risque de marché, il déboule dans l'économie et donc il déboule dans les sociétés. Alors après, il y a un risque que j'ai mis, le risque humain, le risque sur nous, le risque sur l'investisseur. Donc ça, c'est tout ce qui est biais cognitif. Donc, pour se raccrocher à ça, on est souvent tenté de faire des bêtises. Vous allez voir, j'ai la liste là que vous m'aviez communiquée de toutes les bêtises qu'on peut faire. Tout le monde en fait, j'en ai fait trop, j'en ferai encore trop. Tout le monde en fait. Donc, une idée pour pouvoir diminuer ce risque, c'est qu'il faut travailler sur soi. Typiquement, aller sur son cercle de compétences, c'est-à-dire comprendre ce que l'on détient. Il est risqué, d'un point de vue pas risque spécifique ni risque de marché, mais il est risqué d'aller en dehors de son cercle de compétences. Vous comprenez rien sur, j'en sais rien moi, l'IA. Et puis vous allez acheter plein de boîtes sur l'IA parce qu'il faut y aller. Voilà, par exemple. Donc ça, vous êtes au bon endroit pour vous prendre le risque en pleine tête et pas pouvoir le gérer. Voilà. Et puis vous avez tous les biais psychologiques. Alors j'ai lancé là un concours pour gagner un lot de livres là, de valeur de 300 euros. Donc regardez vos mails parce que vous allez, c'est pour ceux qui sont pas inscrits, il faut s'inscrire. Surveillez vos mails parce que j'ai envoyé le concours vendredi. Et depuis, j'ai reçu plus de 200 inscriptions. Et dedans, j'avais mis une question sur quel est le risque, quelle est l'erreur la plus courante chez les investisseurs particuliers. Et là, on est sur le risque par rapport à nous-mêmes, en fait. Et regardez moi, j'ai fait travailler l'IA parce que vu que j'ai eu plus de 200 réponses, c'est un vivier qui est plutôt puissant. Voilà. Les familles d'erreurs qui ont été identifiées, il y a énormément d'erreurs sur les biais cognitifs, en fait. L'émotion qui prend le dessus sur la raison. Voilà. Donc, vous pouvez très bien avoir fait une bonne analyse de risque sur les risques spécifiques et les risques de la société. Mais si vous avez des émotions type acheter parce que ça monte, et voilà, ou à l'inverse, vous vendez parce qu'il y a un crack, ou vous achetez en euphorie, vous êtes stressé par rapport à la volatilité, tout ça, c'est des erreurs qui sont bien liées à vous et non pas à la société. Manque de connaissances et de formation. Donc, ne pas lire, ne pas se former, ne pas comprendre les comptes, confondre une bonne entreprise et un bon investissement, ça veut dire qu'on a acheté trop cher. On se dit, ouais, mais là, ça va bien se passer. Voilà. On navigue sans cap. On change d'avis en permanence. On s'écarte d'une stratégie initiale et on dévie. On n'a pas de tels investissements. Bon, vous voyez, tout un tas d'erreurs qui sont vraiment liées au comportement humain, au fait que c'est nous qui cliquons sur le bouton. Donc, c'est nous qui décidons si on achète ou si on vend. Et puis, on se retrouve au-delà de la société ou même de la macroéconomie, des risques de marché. On se retrouve à faire des bêtises, quoi. Donc, pour construire un portefeuille et un patrimoine, il faut donc toujours être à l'aise avec ce que l'on fait. Voilà. Ça, c'est le risque, gérer humain. Voilà. Si vous commencez à pas être à l'aise, c'est que vous êtes sûrement au mauvais endroit. Et puis, il faut gérer les risques spécifiques et de marché. Et il faut détenir des actifs qui ont des risques les moins corrélés. Alors là, je vous donne des exemples. Une fois qu'on a compris ça, évidemment, ça va parler à tout le monde. Supposons que vous disiez, je veux me diversifier, donc je vais mettre 40 lignes en portefeuille. Supposons, hein, sur 40 lignes. Voilà. Mais elles sont toutes sur le secteur de la santé. Ou alors, si elles sont toutes sur de la tech, aux US, ou si elles sont toutes sur tout ce qui est discrétionnaire, ben, vous voyez bien, ça va pas, quoi. Parce que si jamais d'un coup, la tech US, ça se dégonfle, ou si le secteur de la santé, il se passe un truc qui va plus bien,
bah forcément, vous allez avoir vos 40 lignes qui vont morfler. Tandis que si vous avez un petit peu, je dirais, managé vos risques, votre cercle de compétences, le risque spécifique des boîtes, et puis le risque de marché, vous vous retrouvez avec quelque part un patrimoine ou un portefeuille qui est plutôt équilibré, quoi. Donc en résumé, il y a 3 types de risques, et on verra qu'il y en a un quatrième qui est plutôt malin et qui est pas à négliger. Mais pour l'instant, on est sur, il y a 3 types de risques qui sont hyper courants, expliqués partout. Le risque spécifique, donc là, ce qu'il faut, c'est bosser la boîte. Voilà, faut de l'engagement. Est-ce qu'elle est exposée à la devise au dollar américain? Est-ce qu'elle est exposée à l'inflation? Est-ce qu'elle est exposée aux matières premières qu'elle contrôle pas du tout les prix? Voilà. Vous avez le risque de marché. Il faut identifier les impacts dans nos portefeuilles. Donc là, il faut croiser le risque de marché avec le risque spécifique des boîtes qu'on a en portefeuille. Et puis il y a le risque humain. Et là, il faut travailler sur soi. Notre pire ennemi quelque part, c'est nous. Hein, on peut être amené à faire tout va bien sur le papier, puis quand on passe dans l'opérationnel, on foire parce que on suit pas ce qu'on avait dit, etc. C'est dans l'improvisation. Des remarques sur ça déjà? Non? N'hésitez pas. Hein. Alors, le processus d'investissement. Donc, pour éviter de se retrouver avec des risques, comme on a vu là, il y en a 3, qui sont mal gérés. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un processus d'investissement qui est en plusieurs étapes. Alors, un truc tout simple, en fait. Hein. Après, chaque étape demande énormément de travail, mais il faut, premièrement, faire des recherches sur la société, parce qu'on fait du stock picking, d'accord? Donc là, on va être sur le risque spécifique. On veut savoir à qui on a affaire, quoi. Et donc là, si on est à l'aise, on va mettre dans la pile, OK, on peut continuer, puis on continue ses recherches, voire même on peut acheter un petit peu de boîte, puis continuer ses recherches. Hein. On mettra, je dirais, presque toute une vie d'investisseur des fois, à bien comprendre une société. Et puis si on n'est pas à l'aise, on est dans la pile trop compliqué. Alors ça, c'est en lien avec ma newsletter du mois de novembre. Je vous avais partagé en PDF. Je vous l'avais envoyé en PDF, puis j'avais repris en fin de compte cette notion des 2 piles de Warren Buffett. Donc Warren Buffett, il disait quelles sources d'idées d'investissement sont disponibles. Alors qu'il dit, en fait, il faut faire 2 piles. Vous devez séparer les entreprises que vous pouvez comprendre et dont vous pouvez raisonnablement prédire l'avenir. Il donnait, par exemple, ça c'était en 2005, hein, le chewing-gum et les logiciels. Peut-être que le chewing-gum, pour lui, en tout cas, c'était plus simple que les logiciels. Et puis vous mettez tout ce que vous ne comprenez pas ou ce qui est difficile dans l'autre pile, la pile trop difficile. Puis comme ça, le risque spécifique de la société, ben, si vous êtes sur la pile, on comprend bien ce qui se passe, vous êtes en capacité de le gérer. Si vous êtes parti sur je sais pas moi, les ordinateurs quantiques, et vous y comprenez rien, bah forcément le risque spécifique, vous comprenez rien, quoi. Donc là, vous êtes au mauvais endroit, quoi. Voilà, donc faire les 2 piles dans le processus. Donc vous comprenez, processus point 1, on fait de la recherche et on fait les 2 piles, d'accord. Et on va uniquement quand la pile c'est bon, ok, on comprend, on peut y aller. Voilà. Après, deuxième, il faut faire une thèse d'investissement. Donc la thèse d'investissement, ça peut être un truc tout simple, c'est on joue l'électrification du monde. Donc on pense qu'avec avec tout ce qui est l'énergie qui va être de plus en plus électrifiée, on va arrêter le carbone ou de moins en moins, puis on part sur plus en plus. Donc vous prenez une thématique là-dessus. Vous pouvez jouer une société qui est faiblement valorisée. Vous vous dites la valo est à la casse, j'attends qu'elle soit à nouveau bien valorisée pour la revendre et faire de l'argent dessus. Donc voilà, donc il vous faut une thèse en fait d'investissement. D'ailleurs, d'accord? Est-ce que ces risques techno ne sont pas compensés par la confiance qu'on accorde à un management? Ouais, bien sûr. Si tu veux, je suis d'accord. Tu peux compenser par le management, mais tu comprends bien que, imagine, tu prends que de la tech, tu fais confiance au management, t'es pas à l'abri qu'il se passe un truc bizarre de la tech, quoi. Et donc forcément, si tu as un portefeuille 100% en tech, dans ce cas-là, ça veut dire que, en fait, sur la gestion du risque, tu comprends le risque, tu l'assumes. Dans le premier slide que je vous avais montré, c'est comment identifier le risque et puis comment l'assumer. T'assumes le risque que t'es 100% all-in, j'exagère, mais 100% all-in sur la tech à travers différentes boîtes qui font que de la tech. Des mono-activités. Et tu l'assumes. Voilà. Et tu dis, je compense par le fait que c'est le management. Mais au moins, quand tu investis, tu es au courant de ça. T'es pas sur j'ai 40 lignes. C'est l'exemple hein, qui dit ça. J'ai 40 lignes, j'ai que de la tech, et puis, oh, bah, d'un coup, je pensais que j'étais diversifié. Il y a tout qui chute en même temps de 30%. Voilà. Voilà. Donc, évidemment. Donc, oui, pourquoi pas. Mais il faut le faire en connaissance de cause. OK? Voilà. Donc, faire une thèse d'investissement. Ça, c'est important. Sans thèse, on va y avoir de la volatilité, vous allez vous faire trimballer, quoi. Et donc, vous allez repartir sur la peur, vous allez vendre tous les biais que je vous ai montrés à travers le petit tableau issu du concours sur les livres. Alors, le troisième point, c'est vous allez intégrer la société dans votre patrimoine ou dans votre portefeuille, mais au bon prix. Pas acheter trop cher, parce qu'une très belle société, etc., acheter trop cher, c'est un très mauvais investissement. Le quatrième point, c'est qu'il faut pister sa thèse dans le temps, collecter des infos pour savoir si la thèse, elle tient toujours. Voilà, pour savoir si vous êtes arrivé à la fin de votre thèse avec un gain parce que ça a bien marché, ou carrément vous avez joué, je sais pas moi, la société a changé, une nouvelle thèse, la société a changé de stratégie, elle est partie sur une stratégie, puis ça fait 1 an que ça délivre bien, vous rentrez à ce moment-là, et puis d'un coup vous vous rendez compte que la stratégie elle est foireuse ou il y a un nouveau risque que vous n'avez pas vu. Et là vous sortez, parce que la thèse elle est plus là. Et puis le 5e point, faut vendre quand la thèse n'est plus là, en gain ou en perte. Donc soit vous vendez parce que votre thèse elle arrive, et puis donc quelque part elle est accomplie. Le boulot de l'investisseur, du stock picking, du stock picker, le boulot il est fait. Donc là c'est très bien. Ou soit vous vendez parce que votre thèse elle est foirée et vous vous dites je me suis trompé sur ça,
ou il y a un truc où je suis pas à l'aise, il y a un truc que je comprends pas, plein de raisons, quoi, hein, voilà. Et là, vous sortez. C'est vraiment important sur ça. J'ai des questions sur ça, vous allez voir. Je pense qu'il vaut mieux, enfin, j'y reviendrai, mais il vaut mieux avoir un processus qui est imparfait plutôt que de l'improvisation, quoi. Voilà. Donc, vous avez une thèse. Moi, je sais que il est plus à long terme. Moi, je suis sur les marchés, ça va faire bientôt 30 ans là. C'est plus performant à long terme d'avoir une thèse d'investissement imparfaite que vous essayez d'améliorer plutôt que improviser en fonction de ce qui va se passer. Voilà, vous jouez la thèse Lavalo et puis Lavalo elle redevient bien. Vous avez peut-être gagné 50, 60, 100%. Puis vous dites oui, mais là il nous a dit si, donc là à ce moment-là. Ok, dans ce cas-là, c'est une nouvelle thèse d'investissement, il faut refaire le job, etc. Faut pas dire, bon, bah, je continue parce que ça me semble bien. Non, il faut refaire le job. Voilà. Ou alors vous vous dites, ma thèse, elle accomplit, je sors, quoi. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est beaucoup plus fort, ce processus de j'ai une thèse, elle s'accomplit, je sors, elle s'accomplit pas, je sors, plutôt que écouter un peu ce qui se passe, machin. Là. Vous écoutez ce qui se passe avec le point 4. Mais attention à ce que quand ça remet en cause, à vouloir faire mieux. Hein. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Hein. Faites les choses bien déjà en bourse, puis vous verrez, vous allez gagner de l'argent sur du long terme, c'est phénoménal. Donc voilà. Donc comprenez ça. On ne peut pas gérer les risques sans processus. D'accord. Donc ces 5 points, c'est vraiment des points qui pour moi sont rédhibitoires. Vous les avez pas, vous pouvez pas faire de stock picking, quoi. D'accord. Alors la gestion des risques dans l'industrie, ça c'est un outil que bon moi j'avais appris quand je bossais dans le nucléaire, que vous pouvez utiliser, que moi j'utilise en fait dans vos portefeuilles. Alors ça c'est un truc que je vous ai déjà montré sûrement. Peut-être que certains qui bossent dans l'industrie connaissent. C'est ce qui s'appelle la courbe de Farmer. Alors ça veut dire quoi ça, courbe de Farmer? C'est en fait un gars qui s'appelait Farmer en fait qui a mis ça au point cette courbe et puis il a identifié ici la gravité des événements. Donc ici, en 1, c'est tout ce qui est pas trop grave. En 2, ce qui est moyennement grave. Et en 3, c'est ce qui est grave. Donc dans l'industrie, c'est par exemple une plateforme en offshore, elle explose. Donc c'est grave. Voilà. Ici, ils ont mis la probabilité que l'événement arrive. Voilà. Probabilité, par exemple, sur des systèmes électriques, c'est qu'on perd l'électricité. Quelle est la probabilité qu'on perde l'électricité? Et puis, est-ce que c'est élevé? Donc ici, c'est les trucs qui sont quasi certains. Donc on va dire que ça va pas être ça, perdre l'électricité. Mais ça, c'est des trucs probables, très probables. Ça, c'est les trucs moins probables et les trucs qui sont peu probables. Et la courbe de Farmer, elle dit ça, en fin de compte, c'est que les choses qui sont très probables, donc fréquentes en fait, il faut pas qu'elles soient graves. Donc si dans votre processus d'investissement, vous vous trompez régulièrement sur certaines activités, etc., c'est peut-être que vous n'êtes pas dans votre cercle de compétences. Peut-être que c'est pour ça que vous pouvez vous prendre un pain, vous prenez, quand on analyse ces erreurs, des fois c'est que c'est ça, c'est qu'en fait il y a eu une gravité et par rapport à la courbe de Farmer, on était du mauvais côté. La courbe de Farmer a dit qu'il faut être ici. Donc tout ce qui est fréquent, il faut pas que ce soit grave. Et tout ce qui est rare, on peut se permettre d'être plus grave. Voilà. Et là, on est en bourse. Et dans l'industrie, c'est pareil. Le risque zéro n'existe pas. Donc dans l'industrie, par exemple, pour éviter de perdre de l'électricité, on peut mettre des groupes électrogènes. On peut en mettre 2, on peut en mettre 4, mais on va pas en mettre 100 000. Au bout d'un moment, on arrête, quoi. Vous voyez? Donc on accepte le risque résiduel. Voilà. Et donc on doit être toujours en dessous. Et puis quand vous êtes au-dessus, c'est que vous n'êtes pas bien. Donc typiquement, des choses qui sont courantes, on veut pas que ce soit grave. Donc nous, en portefeuille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire la pondération dans votre patrimoine ou la pondération dans vos portefeuilles, de manière à ce que vous estimez la probabilité que ça se passe pas bien, en fait, vous allez l'estimer ici, puis vous allez pondérer votre portefeuille, 3%, 5%, 10%, 15%, en fonction de comment vous estimez que c'est probable que ça se passe pas bien. Donc ça veut dire que les fortes convictions, vous pensez que le risque il est faible, donc tous les risques qu'on a vus, le risque du bonhomme, vous avez bien analysé, le risque spécifique de la boîte, elle vous convient, vous l'avez au bon prix, et puis le risque de marché, s'il y a une récession, tout ça, ça va bien se passer. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre peut-être 15%. Peut-être même plus. Voilà. Si c'est par exemple du discrétionnaire, où vous pensez que, voilà, discrétionnaire, une récession, ça peut arriver en 3 mois, vous allez peut-être mettre beaucoup moins. Voilà. Et c'est le sizing, en fait, de la pondération qui va vous permettre d'avoir, toujours d'être dans la courbe, dite autorisée de Farmer, quoi. Donc le sizing, c'est un moyen, en fin de compte, d'éviter que les événements, malheureux, qui se transforment en gravité, en destruction de valeur dans les portefeuilles. D'accord? Voilà. Peut-être que certains connaissaient ce truc-là. Alors, pour gagner de l'argent, en bourse, une fois qu'on a compris ces différents risques, il y a un incontournable sur la gestion du risque sur le marché. C'est ce gars-là. Moi, je pense qu'il est énormément sous-estimé. Howard Marks, la chose la plus importante, c'est un super livre que je vous invite à vous commander, à vous l'offrir pour Noël. C'est vraiment pour moi un incontournable et c'est quelqu'un qui est pas assez estimé. Et lui, il a 3 chapitres dans ce livre sur les risques. Et je vous assure que gérer votre risque sur une période long terme, ça vous fait de la perf, quoi. Voilà. Alors, donc, dans ce bouquin, donc la chose la plus importante, il parle du risque, et c'est donc le 4e version de risque qui va s'ajouter aux 3 autres qu'on a vus. Donc les 3 autres, je rappelle, le risque du bonhomme, parce qu'on a des biais cognitifs, le risque de marché, parce qu'il se passe des choses dans le monde, et puis le risque spécifique de la boîte, parce que chaque boîte est différente. Voilà. Et lui, il donne un 4e niveau de risque, où il explique que la littérature académique, elle a tout faux, parce qu'elle dit que le risque, il est défini par la volatilité des prix, voilà, qui est statistique, donc lui, il dit que c'est pas vraiment ça. Vous allez voir quelle est
lui, son explication du risque. Et la littérature académique explique que la rentabilité et le risque sont liés comme ceci. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez admis. C'est plus vous prenez de risques, plus vous avez du rendement potentiel sur votre investissement qui est fort. Donc vous mettez 100 euros sur un livret A, vous allez avoir un risque nul, vous allez toucher un euro et des brouettes là par an. Puis si vous mettez 100 euros sur des actions genre une biotech qui est très risquée, eh ben vous allez avoir peut-être un retour qui peut peut-être faire x30 sur la biotech, voilà, horizon de 10 ans, par exemple. En mettant 100 euros, vous allez faire x30. C'est un exemple, voilà. Donc ça, c'est le modèle qui existe et qui est grosso modo admis. Rentabilité et risque, c'est lié comme ça. Plus le risque il monte, plus la rentabilité elle monte. Mais Warren Marks, il dit attention, ça, c'est pas suffisant en fait. C'est tout faux. Il y a un risque supplémentaire qui est pas vu. C'est que le risque ici, qui est comme ça, c'est pas une droite en fait par rapport au retour, c'est plutôt des distributions de retour. C'est-à-dire que quand vous prenez un risque moyen ici, par exemple de 8% par an, bah vous allez avoir au sein de votre échantillon d'actifs que vous prenez pour faire 8% par an en moyenne, certains vont faire 15, certains vont faire 2, par exemple. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si on enlève les courbes de Gauss, là, les courbes de Gauss, ce qu'il dit, lui, c'est que le risque, c'est l'amplitude des revenus. Voilà. Qui est incertain, en fait. Ce qu'il dit, c'est que un actif est plus risqué si ses revenus sont largement incertains. Donc, vous avez misé 100, par exemple, pour une société, et quel est le revenu que vous allez avoir? Est-ce que la fourchette, elle va être de 0, parce que vous pouvez tout perdre, jusqu'à 500? Dans ce cas-là, vous allez être plutôt sur un truc comme ça. Voilà, vous allez perdre quasiment, peut-être même perdre beaucoup plus si vous êtes même en levier. Voilà, faire attention à ça. Ou est-ce que vous allez plutôt sur des boîtes qui ont déjà, qui sont déjà établies, qui ont de la récurrence, qui sont le risque spécifique de la boîte, avec peut-être un bon management qui a déjà montré que les récessions, ils savaient les gérer, etc. Là, vous allez peut-être pas faire avec, je sais pas, si je prends du Air Liquide, vous allez pas faire x5 dans 2 ans. Voilà. Par contre, Air Liquide, vous allez pas perdre 90% dans 2 ans. Voilà. Ou tout au moins, on sera dans la courbe de Farmer très peu probable. Vous voyez, voilà. Donc, ce que dit Warren Marks, c'est que le risque, c'est l'amplitude des incertitudes de vos investissements, quoi. Donc, si je fais le parallèle avec l'IA en ce moment où vous avez les plus belles boîtes cotées du monde là, qui investissent des milliards d'euros, c'est quand même risqué au sens de Warren Marks, c'est-à-dire que le modèle économique, il n'est pas finalisé, on ne sait pas qui c'est qui va gagner de l'argent. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a beaucoup de sociétés qui investissent à coût de centaines de milliards, et ce qu'on sait, c'est que tout le monde ne va pas gagner. Voilà. Donc, les investissements que font ces boîtes-là, et elles le savent, les mecs, les managers sont bien éduqués, hein, sont bien conseillés. Ils savent que c'est risqué au sens incertitude, quoi. Donc, vous, dans vos portafs, il faut aussi que vous regardez peut-être la poche un petit peu plus incertaine qui va vous permettre de faire de la surperf. Il faut que vous la managez pour que, en sizing, elle soit pas trop élevée, et puis qu'elle soit compensée peut-être par des sociétés un peu plus solides, un peu plus pépères, je dirais, entre guillemets, quoi, mais qui feront pas de la perf de folie, quoi. On n'est pas en mécanique des fluides où on peut dimensionner, je sais pas moi, la portance des ailes des avions, tout ça. On n'est pas là-dessus. On essaie de quantifier des choses qui sont pas faciles, mais on essaie de mettre un processus en place pour que tout ce qui est un peu pifométrique, on le manage, quoi. On met en place des trucs. Voilà. Et si le truc qui va pas, on fait ses devoirs, on l'améliore. Ok. Donc, Howard Marks, il dit que le risque, c'est l'incertitude sur les revenus futurs de ce que vous avez placé comme argent. Donc, ça va dépendre forcément de dans quel actif vous avez mis ça, comment ça va se passer dans l'actif, puis le prix payé. Voilà, donc ce que dit Howard Marks, c'est que la partie qui est très souvent mise en lumière, c'est, imaginons que vous voulez faire, en ce moment, les marchés, on va dire, on est plutôt sur du 12% par an, là, depuis à peu près 10 ans, là, qui sont ça. Voilà, on est plutôt là-dessus. En ce moment, on a fait 25%, on a fait 20, voilà, donc on focalise beaucoup là-dessus, en ce moment, sur les marchés financiers. Et on oublie que c'est trop souvent oublié, mais des fois, on gagne pas d'argent, quoi. Il peut arriver 1 an, 2 ans où c'est compliqué, quoi. Vous voyez, par exemple, en ce moment, ceux qui ont de la tech US, puis qui ont investi sans se couvrir sur le change. Donc en dollars, en fait, la tech US, elle fait de la perf. Contre ramener en euros pour un Européen, la perf, elle est lilliputienne, voire on est proche de 0, quoi. Et c'est parce qu'on est là-dessus. Ça, c'est le risque de change qui, intégré dans l'actif, a fait que vous allez vous êtes retrouvé sur la courbe de Gauss là-dessus, quoi. Voilà. Alors donc, ce qu'on a vu en synthèse, le risque spécifique, donc lié à la société, on fait le job, on fait stock picking, on fait nos devoirs. Le risque de marché, donc ça c'est la macro et on combine les deux pour savoir comment ça peut détruire, je dirais, de la valeur dans nos portefeuilles. Donc on essaie d'équilibrer tout ça. On a vu le risque humain, les biais cognitifs. D'accord. Alors ça pour moi c'est le plus grand risque en fait. C'est parce qu'en fait il est commun à le plus grand risque dans vos portefeuilles, c'est vous parce que vous avez un mode commun, c'est vous qui êtes en commun sur toutes les décisions. Donc, si vous travaillez pas ça, que vous prenez une super boîte, mais que vous merdez dans votre processus ou vous changez d'avis en cours de route, eh ben, vous vous trompez le risque prépondérant, pour moi, c'est vraiment le risque humain. Donc, c'est vraiment la composante à travailler, ça. Après, l'incertitude sur les revenus, ça, c'est le risque de Howard Marks. Donc, forte amplitude, on sait pas trop. Donc, ça veut dire beaucoup de risques. Donc, ça veut dire derrière, le sizing de la position, faudra faire gaffe. Puis, en outil, vous avez la courbe de Farmer qui dit que quand le malheur, il est fréquent, ça doit pas être grave. Ça, c'est l'objectif. Et puis, quand c'est grave, ça doit pas être fréquent. Forcément, c'est bijectif, là. Puis donc on autorise des erreurs fréquentes, mais qui sont peu graves.
Hein, donc voilà, on autorise ça, peu grave, quoi. Alors donc, après, j'ai eu plein de questions sur la taille des positions. Donc Benoît, Mathieu, Michel, qui m'ont demandé, donc, la taille d'une position dans un portefeuille, quel poids, quelle pondération accorder? Alors, moi, mon idée, c'est ça. Il y a deux grandes familles d'actions. Il y a celle que l'on va plutôt bien connaître. On aura accès aux infos faciles. Ce qui fait que le processus, hein, je vous le rappelle, comment est-ce qu'il est? Le processus, c'est celui-là. On va avoir accès à l'info. Donc, première famille, c'est celle où on aura accès à l'info qui est assez bien. Ce qui fait que, donc, on va pouvoir faire des recherches et puis se mettre à l'aise ou pas. Donc, pas se tromper de pile. Voilà, parce qu'on a accès à beaucoup d'infos. On va pouvoir pister la thèse dans le temps parce qu'on a des infos. Voilà. Et donc, ça va être beaucoup plus facile, je dirais, là, d'avoir confiance. Prenez ça. Donc, ça veut dire que quand on est dans cette famille-là, on peut être amené à surpondérer par rapport à la moyenne de tout le portefeuille, quoi. Donc, celle que l'on va bien connaître, l'accès aux infos est facile. Ça passe notre processus. Donc, on a eu les infos, on a vu le risque spécifique, bien identifié, le prix est correct, on peut faire le suivi. Voilà. Donc, on peut augmenter la taille. Faut toujours être à l'aise. Hein, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est que la taille est trop grosse. Ou vous êtes trompé de pile. Vous êtes sur une pile trop compliquée, puis vous avez mis des ronds dedans, quoi. Et tout en gérant l'ensemble du portefeuille. Donc, quand vous êtes là-dessus, je dirais, c'est possible d'avoir une pondération qui est plus forte que les autres. Voilà. OK? Voilà. Puis après, il y a la deuxième famille, c'est celle où l'info est plus difficile à avoir. Donc là, je vous donne un exemple parce que on est victime quelque part de la facilité. On peut avoir une idée d'investir dans une boîte qui est en Inde parce que c'est pas cher, parce que voilà, elle va bénéficier du PIB de l'Inde qui est passé devant UK, etc. Donc voilà. Avec le screener, c'est bien. Mais le suivi va quand même être plus difficile. Déjà, la communication, accès aux infos, c'est pas forcément facile. Bon, avec l'IA, maintenant, on peut facilement traduire des trucs et tout. C'est quand même plus facile, mais vous comprenez bien que c'est différent de, je sais pas, moi, suivre une boîte qui fait l'électrification en Europe, quoi. Hein, sur les data centers, par exemple. Tandis qu'une boîte en Inde qui fait, j'en sais rien, moi, de la distribution alimentaire, c'est plus compliqué à suivre. Donc là, quand vous êtes là-dessus, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire. Ça veut dire qu'il faut être conscient que vous avez un accès aux infos qui est plus limité, et donc ça veut dire qu'il faut le prendre en compte dans la pondération. Voilà. Ou alors, vous y allez, vous dites j'y crois fort et tout, vous mettiez 15, 20, 30% et vous acceptez le risque, vous savez pas tout. Voilà. Donc pour moi, voilà, ça c'est vraiment un déterminant. Alors, quand tu investis dans un pays exotique avec des règles comptables spécifiques et du droit spécifique, n'est-il pas opportun d'aller sur une filiale d'une boîte française? Ouais, tu peux le faire comme ça, effectivement. Tu peux prendre des boîtes alors de droit français. Alors même si en ce moment la France est tout pourri, il faut pas y aller, mais admettons que on soit pas dans cette ambiance-là. Tu peux effectivement prendre des boîtes françaises qui exercent dans des pays un peu touchy, alors typiquement les pétrolières, voilà, où on va dire l'intégrité des activités économiques sur place, le droit à la propriété, tout ça, voilà. Tu vois, type Vika, ouais, Schneider Electric, t'as ça dans Total Gabon, t'as ça dans, alors après dans les small que moi je suis, t'as ça dans Explosifs Produits Chimiques, qui fait péter de la roche, notamment dans beaucoup de pays qui sont, on va dire, un peu avec des gouvernements un peu olé olé, on va dire ça comme ça. Voilà, donc effectivement, ouais, Vika, ils ont bien en développement, ils ont bien plusieurs jambes. Ils ont leur la boîte, je la connais parce qu'elle est pas loin de chez moi, là, vers Grenoble. Ils ont une jambe avec des pays matures, voilà, et puis ils ont une jambe avec des pays beaucoup plus olé olé, quoi. Donc les pays matures, c'est les États-Unis, la Suisse, la France, etc. Et puis en même temps, ils vont aller chercher la croissance plus forte en Égypte, voilà, des pays comme ça, quoi. Effectivement. Et eux, vous voyez, ils ont géré aussi au sein du patrimoine de la famille des héritiers Vika, ils ont géré quelque part une sorte d'équilibre de leur patrimoine en faisant pas que du pays exotique. Voilà, en sachant qu'en plus ils sont partis quand même à l'origine ils viennent de Grenoble, donc ils sont beaucoup implantés en France, mais ils auraient très bien pu aussi rester qu'en France. Ils ont dit on va aller chercher de la perf en prenant plus de risques en allant dans des pays africains ou des pays un peu Moyen-Orient où des fois c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc oui effectivement, ouais, t'as raison, tu peux le faire comme ça, quoi. Mais tu peux le faire aussi avec des boîtes que tu prends en Inde, et puis tu prends un sizing plutôt faible. Tu peux faire une poche value sur la décote, par exemple au Japon. Je sais qu'il y en a qui font ça. Tu vas au Japon, il y a énormément de boîtes qui cotent sous leur cash et tout. Tu sais pas trop si les comptes, il y a pas de la bidouille. Mais bon, t'en prends des petites poches de quelques mini pourcents et puis t'en prends un palanquet. Tu te fais une sorte d'ETF du Japon, quoi. Tu vois, t'en prends 10 à 1%, tu te mets 10% de trucs value, voilà. Des fois, t'as des trucs qui peuvent faire fois beaucoup, quoi. Ok. Donc voilà, donc les pondérations, ça doit se faire comme ça. Pour moi, avec ces deux familles, accès à l'info ou pas l'info, comprenez bien qu'avoir une plus forte pondération là où vous avez moins d'infos, c'est quand même l'endroit pour avoir des mauvaises surprises. Donc le sizing selon sa conviction du dossier, avec la formule de Kelly. Donc ça, c'est une question que j'ai eue. Formule de Kelly, peut-être que certains n'ont pas entendu parler. Donc on va en parler. Ici, je vous mets l'extrait d'un live que j'avais fait, qui était le live expert des abonnés, où j'avais une question d'un abonné sur la méthode de Kelly pour sizer les positions. Donc ça, c'est le live que j'avais fait il y a à peu près un an d'ailleurs, le 3/11/2024. Donc j'ai retrouvé ça. Donc j'ai vu la question par Jules. Pourrais-tu expliquer comment gérer son risque avec la méthode de Kelly ou de demi-Kelly et comment l'appliquer à un portefeuille? Voilà. Donc, alors Kelly, on l'appelle Kelly, méthode de Kelly, c'est une méthode mathématique
qui indique que l'on mise plus d'argent quand les probabilités de gagner sont plus fortes. D'accord? Alors, miser plus d'argent, ça, on sait faire. Par contre, probabilités de gagner sont plus fortes. Ça, c'est assez compliqué parce que ça dépend de votre modèle, comment vous allez estimer vos probabilités. Voilà. Comprenez, là, on est sur des probas. Alors, pour évoquer ça, il y a 2 bouquins qui font ça très bien, que je recommande. Le premier bouquin, pour moi, c'est l'un des meilleurs bouquins sur Warren Buffett. C'est un vieux bouquin, celui-là. C'est le portefeuille, en fait, de Warren Buffett. Il explique pourquoi Warren Buffett, il est concentré et notamment par la méthode de Kelly, etc. Donc, je trouve ça plutôt éclairant. Donc, moi, je l'ai lu à mes tout débuts, investisseur fin 90. Ça m'a énormément éclairé sur le sizing des positions. Voilà. Et puis, vous avez ici qui est une biographie d'un mec hors norme qui est toujours vivant. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur cet homme. Donc, il s'appelle Thorpe, qui est l'homme de tous les marchés. Donc, c'est un homme qui, mathématicien. En fait, il a explosé les casinos au blackjack. En probabilité, en fait, il comptait les cartes. Il avait mis en place une méthode de comptage, voilà. Et il misait plus quand les probabilités étaient fortes. Alors lui, il est spécialiste en maths, hein. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait, nous, concrètement, en portefeuille? La formule, c'est la suivante. Le pourcentage de pondération de votre portefeuille, ça va être 2 fois la probabilité que vous avez de gagner moins 1. Par exemple, vous estimez que vous avez 60% de gagné parce que vous avez acheté une belle boîte pas chère. 60% de gagné. Combien vous devez mettre? Vous faites 0,6 par 2 moins 1, ça fait 20. 20% de votre portefeuille. Si vous trouvez que ça fait beaucoup, vous pouvez prendre le demi-kili. 10. Bon, vous voyez bien, on est sur du truc. Enfin, c'est dû à la louche. Pourquoi 60? Pourquoi pas 65? Pourquoi pas 55? Pourquoi pas 62? Mais vous comprenez bien, l'idée, c'est d'essayer de séparer et les gains qui sont beaucoup plus forts, genre peut-être la partie 80% est au-dessus, et puis la probabilité de perdre. Ça, c'est des modèles mathématiques qui donc sont utilisés par ceux qui font beaucoup de statistiques. Voilà. Et moi, je pense que dans les portefeuilles, on peut le faire. En tout cas, c'est expliqué ici pour la partie blackjack, roulette, et puis marché, parce qu'il a monté son hedge fund aussi, voilà, où il a exposé aussi les marchés. Voilà. Et c'est très bien expliqué avec le portefeuille Warren Buffett, Coca-Cola, etc. C'est les années, portefeuille Warren Buffett, c'est les années 80-90. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas Apple et tout le tralala. Okay. Bon, voilà pour cette histoire de formule de Kelly ou de demi-Kelly. Donc vous comprenez bien que tout se fait sur la probabilité de gagner et donc la probabilité de je reviens sur le processus, il faut avoir accès aux infos, etc. Quoi. Tout ça, ça doit converger vers si c'est peu probable, bah faut pas miser beaucoup. Quoi. Voilà. Alors la pondération est-elle à prendre sur la durée de détention envisagée? Donc par exemple, achat d'une position long terme ou position court terme, est-ce que on prend une position plus grande en fonction de l'horizon? Bah, j'irai ma vision, hein, c'est que non, pas vraiment en fait. C'est que la position temporelle long terme, court terme, elle est liée au processus d'investissement, à votre thèse. Est-ce que vous jouez, bon par exemple, moi je peux le dire, j'ai pris une petite poche là, sur le champagne, sur Laurent Perrier, parce que je trouve que la décote elle est élevée et on n'est pas à l'abri que ça se revalorise, mais sans qu'il se passe rien dans le champagne. Donc moi je joue ma thèse, c'est ça doit pas baisser beaucoup parce qu'on est quasiment en attaque loss là, et il est possible que ça remonte. Et une fois que ça sera revalorisé, parce que la décote elle est trop élevée, que le marché, je pense, déconne entre guillemets, et ben je vendrai. Et peut-être que ça prendra 1 an, peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que ça prendra 2 ans. Mais tant que la thèse elle est là, on tient la position. Ça c'est mon point de vue. Voilà. Vous pouvez jouer en ce moment la reprise, le plan de relance en Allemagne. Vous pouvez rejouer peut-être la reprise du BTP. Exaom a expliqué que les commandes ont commencé à revenir sur le BTP en France, par exemple. Voilà. Donc si on retente une valorisation d'une société sur 2-3 ans, donc le scénario se réalise en 3 mois, on sort. On dit pas oui mais bon, nanana. Moi je pense que, en tout cas c'est ce que je fais. Moi quand ma thèse elle est réalisée, je sors. Voilà. Je sors ou j'allège ou bon bref. En tout cas, je prends les gains puisque quelque part tout le boulot qui est fait, c'est pour ça quoi. Donc si ça arrive, il faut sortir. Faut pas commencer à faire le mieux qui est l'ennemi du bien. C'est pas bon ça. Voilà. Ou alors la thèse elle a évolué depuis et c'est au cas par cas en fonction peut-être qu'il s'est passé un truc favorisant. Bon voilà. Bon voilà. Donc pour moi, alors c'est mon point de vue hein, d'investisseur et je suis vraiment à l'aise avec ça puis je fais plus que ça maintenant. C'est avoir un processus même imparfait, c'est supérieur à l'improvisation. Et on fait progresser le processus. C'est-à-dire quand vous prenez des tolls ou même quand vous faites des gains mais par erreur, vous vous rendez compte que vous êtes rentré sur un truc, ça a foiré, vous sortez puis vous gagnez de l'argent, c'est plus de la chance. Mais la chance c'est pas une stratégie, donc il faut analyser les erreurs que l'on a faites et faire améliorer votre processus, les fameuses 5 étapes qu'on a vues là. En fait, si vous voulez avoir confiance en vous-même, quelque part, il faut pas, dans les biais cognitifs de la liste issue du concours là pour les livres, il y a je change de stratégie, etc. Si vous avez une thèse d'investissement qui se réalise, je pense que c'est fait quelque part au moment où vous faites votre investissement, vous vous dites si ça se réalise, je le fais. Et ben quand ça se réalise, faut le faire. Ça renforce la confiance en vous, ça renforce la confiance dans votre processus. Et ça l'améliore votre processus. Vous savez que vous êtes capable de gagner de l'argent. Tandis que si vous improvisez de ceci, cela, vous allez vous retrouver ballotté par ce qui peut arriver là. Taïwan qui envahit, la guerre en Ukraine qui s'arrête, la guerre en Ukraine qui change, qui monte d'un cran, la Pologne qui envahit, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, vous pouvez pas,
improviser en temps réel en fonction du bruit du marché, quoi. Enfin, du bruit ou des trucs majeurs. Mais donc, en tout cas, moi, c'est mon point de vue sur ça. Voilà. Alors, donc ça, c'est Benoît qui a un exemple sur LDLC. Donc LDLC qu'il avait acheté un peu avant une publi vers 14 euros, où derrière le cours, il a pris 15% d'un coup. Alors, dans sa vision, donc dans sa thèse, en fait, c'était une position court terme pour miser sur une reprise de leur marché avec un effet point mort, coût fixe, coût variable. Voilà, c'est une boîte qui a énormément de coûts fixes. Donc, si les volumes repartent, les profits explosent. Voilà, il visait 20 euros. Donc ça, c'est une thèse. Donc très bien, en fait. Donc il a acheté initialement avec 1% du portefeuille en 2 fois. Donc pourquoi pas? Il estime, voilà, discrétionnaire, c'est de la tech, voilà, ça reprend, pourquoi pas. Voilà. Le jour de la publi, le titre, il prend 15%. Donc là, il est tenté. Il décide d'alléger pour la moitié de la pause. Il trouve que la hausse est trop rapide. Voilà. Et pour autant, on n'est pas à son cours de 20 euros. Et suite à l'analyse, et puis grâce à mon topo, parce qu'il est client chez moi dans l'offre expert, et j'avais fait un topo là-dessus, voilà, il décide de revenir sur le titre 2 jours après, et qui paye en fait plus cher que son allègement. Et la ligne revient à 1% du portaf. Donc autrement dit, le fait d'avoir vendu puis racheté derrière, en fait, il a perdu plus que s'il avait fait buy and hold par rapport à la thèse initiale. Bah, je dirais, ça c'est le temple des regrets en bourse, quoi. Euh, Pourquoi est-ce que Benoît il a dévié sur sa thèse initiale? Le titre a pris 15%. On peut penser que si par exemple il était loin des marchés, il aurait rien fait. S'il était loin des marchés parce qu'il est occupé ailleurs pour son boulot ou je sais pas quoi. Voilà. Donc ouais, pour moi c'est des pièges ça qui peut nous détruire la confiance qu'on peut avoir en nous et dans notre processus. Alors que je rappelle, le risque le plus fort c'est nous. Être tenté par des trucs comme ça, moi je pense qu'il faut essayer de résister. Ou alors dans la publi, c'est passé quelque chose, le marché déconne, ça prend 15% alors que la publi est pas terrible, et ça c'est nouveau. Ok, ça peut remettre en cause la thèse. Dans le processus 1.4, on piste, on suit, mais de là à dire je trouvais que ça montait trop vite, voilà. Moi j'en fais tout plein des erreurs comme ça. Donc voilà. Donc, moi je pense que ça c'est plutôt une erreur d'un biais cognitif. Et puis au final, la thèse initiale, il a continué en fait. Donc voilà. Après j'ai Eman sur Trigano. Donc lui, pareil, il est client dans l'offre expert. Donc là aussi, il me dit que j'avais une thèse sur le gonflement de la trésorerie au départ d'une fonte du BFR et qui s'est matérialisé. Donc je suis d'accord. C'est pour ça que le cours, il avait pris 17% d'un coup. Pour une grosse capi, c'est assez rare. Donc chapeau. Donc ouais, c'était ma thèse, voilà. Puis donc j'ai fortement allégé. Je suis d'accord, effectivement, j'ai fortement allégé. Donc ça, c'était on s'est passé à 170 euros. Donc voilà, quand c'était vers 104, 105, là, j'avais dit aux abonnés que je pense que le marché, il se trompe. Voilà, je pense. Là, puis 6 mois après, on est à 170, voilà. Donc c'est fidèle à ta gestion et à tes critères de vente, mais la direction de la société annonce un CA et un résultat attendu en nette croissance. Pourquoi ne pas attendre dans ce cadre avant d'alléger? Dans l'idée de se laisser courir ses gagnants, donc sur le DLC, bon, voilà. Bon. Alors pourquoi j'ai allégé? À cause de ce que je vous ai dit, à cause de la thèse en fait. C'est que j'avais une thèse qui était sur le dégonflement du BFR, ils ont ramené plus de 500 millions d'euros de cash dans la société. Donc la thèse elle est là, donc j'ai allégé. Voilà. Donc avoir un processus même imparfait, c'est supérieur à l'improvisation. Et on fait progresser le processus. Après, ça veut pas dire que si le communiqué il dit ceci, cela, mais le communiqué, moi forcément, c'est du discrétionnaire, j'en avais pour 5% du portefeuille. Donc, voilà. Vu que c'est discrétionnaire, je peux pas en mettre beaucoup plus, voilà, parce que je ne veux pas être trop exposé au risque récession. Mais la direction a annoncé nette croissance. En fait, je dirais le problème, c'est que là, le marché, il a revalorisé correctement la société, puis là, tous les feux sont verts. Tandis qu'avant, on avait des feux qui étaient soi-disant rouges, mais en regardant bien, c'était sur BFR, pour moi, c'était plutôt bon. Et puis le management a plutôt bien exécuté ce qu'ils avaient dit, puis là, ils l'ont réalisé. Alors après, on est que sur des promesses futures. Ça reste discrétionnaire. On sait pas trop ce qui va se passer, j'en sais rien. Récession aux US ou pas, je sais pas. Donc moi, j'ai trouvé que ma thèse était faite. Et pour continué à avoir confiance en moi, j'ai préféré alléger. Voilà. Voilà, puis je vous donne un autre exemple de risque de marché sur le risque Trump. Donc là, c'est extrait d'un live que j'avais fait pour tous il y a un an, à peu près, le 15-12-2024, où j'avais eu une question sur Tonnerie François Frère. Donc tu as souvent parlé du risque Trump. Finalement, la valeur n'a pas réagi à l'élection. C'était début 2025. La société n'est-elle pas protégée par les surtaxes? Alors moi, j'ai dit. Donc effectivement, moi, j'avais tout vendu sur le risque Trump en juillet 2024. Donc ça, c'était dans l'offre expert. Parce que j'ai estimé que le risque de marché, en fait, qu'il allait avoir sur Trump, qui avait déjà fait des choses en 2017-2018, TFF avait souffert de plusieurs vents contraires, dont les incendies et les taxes Trump. Donc le gars, il était déjà arrivé au pouvoir en 2017, et là, il est arrivé au pouvoir avec un programme qui était America First, donc il allait pousser les sociétés à relocaliser. Donc probablement qu'il allait mettre des difficultés aux gens qui exportent là-bas, qui produisent en Europe. Puis voilà. Donc j'avais vu le risque Trump sur TFF qui était possible et je voulais pas le prendre. Donc j'avais tout vendu. Bon, après voilà, il se trouve que malheureusement pour ceux qui sont restés, le risque il s'est réalisé. Et puis si on regarde le cours de bourse, donc voilà, donc au mois de juillet quand moi j'avais allégé, on était à 40 euros. Trump était en campagne, il n'était pas élu. Voilà. Et là on est à 18 et des bananes. Et puis lorsque Trump a été élu, on est encore vers 25 là. Voilà, bon, je suis en train de regarder pour peut-être en reprendre.
Là, j'en ai pas, hein, mais voilà, je regarde le truc là. Mais vous voyez, c'est un exemple de quand on connaît quand on connaît un peu les boîtes, cercle de compétences, je vais en nager, je connais la direction, etc. euh, on arrive à prendre des risques ou pas. Et celui-là, je voulais pas le prendre. Voilà, donc je l'ai pas pris. Et si vous voulez, j'aurais pu me tromper dans la décision finale, c'est-à-dire que le cours, il aurait très bien pu repartir à la hausse, remonter, mais au moins, j'aurais pas pris le risque. Et moi, je suis confiant en ça. Mon processus, même imparfait, il est meilleur que faire des choses où je suis pas confortable. Voilà. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, au niveau des risques, vous avez 4 risques. Risque spécifique, risque de marché et le risque humain. Le risque le plus fort, c'est le risque humain parce qu'il est commun à tout ça. D'accord? Après, vous avez le risque sur les amplitudes des revenus de votre allocation, de votre cash que vous avez mis dans l'actif, qui est lié au prix payé, plus tout ça. D'accord? Si vous achetez une super boîte trop chère, vous êtes au bon endroit pour pas gagner d'argent. Il faut un processus d'investissement. Il faut une thèse que l'on suit plus ou moins facilement en fonction des infos, puis en fonction des biais cognitifs. Voilà. Le processus doit être en amélioration continue parce que vaut mieux appliquer une thèse, votre thèse, et puis qui est foireuse, et puis vous sortez, plutôt que pas avoir de thèse. Comprenez ça? Voilà. Et puis donc en outil, vous avez cette idée du diagramme de Farmer, cette notion de risque probable, pas probable, grave, pas grave. La formule de Kelly, de Micheli, ça doit vous donner des idées. Après, faites pas que des maths pour faire des maths. Voilà, l'idée c'est ça. Ça donne le sizing des positions dans le portefeuille, plus dans le patrimoine. Et le sizing, il importe autant que le choix des boîtes. Il y a des choses qui sont sous-estimées en investissement, c'est vous. Donc le risque, j'irais le risque humain, le risque spécifique, et puis la pondération des sociétés, quoi. Donc voilà. Alors vous avez d'autres personnes qui font de l'équipondération tout le temps. Moi je trouve que c'est dommage parce que c'est ce qu'ont les gérants, parce que les gérants ils peuvent pas avoir plus de 10% de. Enfin, ils ont des règles sur les pondérations, une ligne pas plus de 10%, la somme des plus grosses lignes pas plus de 30%. Je trouve que c'est dommage parce que vu qu'on sait qu'il y a des gagnants qui peuvent énormément performer, c'est dommage de pas pouvoir les garder, quoi. Donc voilà, quand vous êtes sur de la croissance long terme, quoi. Donc voilà pour ça. Bon, voilà, puis pour ceux qui veulent voir ce que je propose, vous allez dans l'onglet boutique sur mon site Finance Academy. Et puis donc vous avez l'offre expert où là notamment je vous ai mis des extraits des questions que j'avais eues dans l'offre expert sur des risques par rapport à Kelly, de Micheli, les risques spécifiques sur TFF, etc. Alors il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas un like, un commentaire, un partage, ça m'aide à référencer mon travail. Et je vous signale que j'ai lancé un concours pour gagner un lot de livres sur la bourse pour une valeur de 300 €. Donc c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire avec le lien dans la barre de description avec un tirage au sort qui aura lieu le 30 décembre 2025. Et vous avez aussi mon partenariat Zone Bourse où vous pouvez bénéficier de moins 25% sur tous les abonnements annuels. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!